Alors, présenter Jean-Claude Derniam à l'ALS, c'est gageur. Mais Marie-Christine a écrit son texte, et puis nous avons été collègues quand même pendant de longues années de vie professionnelle, donc je devrais y arriver. À l'ALS, Jean-Claude est là depuis longtemps et surtout très actif. Actuellement, il est académicien de la première section, mais il vient d'être secrétaire général. Il appartient toujours au conseil d'administration. Il a piloté et pilote plein d'aspects sur les enregistrements vidéo, le site web et plein d'autres choses, des sessions, des colloques, voilà. Jean-Claude a toutes les qualités pour traiter le sujet qu'il nous présente aujourd'hui. En effet, son champ de recherche à l'université, il a été professeur d'informatique à l'université de Lorraine, son champ de recherche fut l'ingénierie du logiciel. Et il a contribué activement au développement de l'informatique universitaire à Nancy. On est un peu l'un des fondateurs, à la fois pour la formation, où il a dirigé département d'enseignement, où il a créé des filières en université et en école d'ingénieurs, pour la recherche, où avec ses collègues, il a participé à la création du centre de calcul, puis à la direction du CRIN, qui est l'ancien lauréat. Et puis, il a aussi été pour quelque chose dans l'implantation du centre INRIA à Nancy. Et on parlait d'industrie tout à l'heure. Il s'est aussi beaucoup préoccupé de transférer les résultats de la recherche avec des structures de développement. Il a dirigé une équipe de recherche intitulée justement Génie logiciel et son ambition a été de construire des outils logiciels pour le travail de l'informaticien, des outils simples qu'on qualifierait aujourd'hui de simples au départ, et puis le développement de grands logiciels. Il a encadré beaucoup de doctorants, français mais aussi étrangers. Il a publié des articles et 6 ouvrages. Je lui laisse la parole. Oui, on m'entend là? Eh ben c'est mieux. C'est parfait, tu m'entendais bien. Eh ben c'est parfait. Alors, pourquoi se poser cette question? Bon, là vous m'entendez mieux? Ah, d'accord. Alors, le numérique est-il durable? Ah, pardon. Je disais ça bouge pas, c'était le truc d'avant qui bougeait. Voilà. Alors d'abord un peu de vocabulaire, ça y est. Oui. Alors le numérique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de tous les appareils tels que les ordinateurs, les tablettes, les capteurs, les objets connectés, les panneaux solaires, les smartphones, les réseaux sociaux, le 3G, la 4G, la 5G, la fibre, les monnaies cryptographiques, les blockchains, l'intelligence artificielle, les démarches dématérialisées et autres portails web, etc. C'est énorme. Il s'agit ici de la durabilité du numérique en tant qu'activité économique et non pas de la durabilité des supports magnétiques. Il y a plein d'ouvrages sur cet aspect-là. Durable. Alors, je me suis pas fatigué, j'ai pris la définition de durable des Nations Unies. Le développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment? On va d'abord parler de quelques faits, puis oui, la première conclusion qui sera qu'il faut ralentir, la deuxième qu'il faut ralentir et progresser peut-être, et puis une ou des conclusions avec beaucoup d'interrogations. Cet exposé, c'est surtout pour nous faire réfléchir ensemble à la question. Alors, quelques faits d'abord. Je parlerai des usages et de l'impact. Alors, des usages, j'évoquerai Internet, l'intelligence artificielle et les centres de données. D'abord, des constats. Si je lis j'ai pas tout lu, le Global Digital Report de 2025, qui est un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité du secteur, on y constate le rôle toujours croissant du numérique dans nos vies quotidiennes.
on le sait tous, l'accélération de l'intelligence artificielle, de l'usage de l'intelligence artificielle, comment les internautes découvrent les marques et les produits en 2025, l'ampleur stupéfiante de la vidéo mobile, c'est essentiellement dû aux jeunes tranches d'âge, une évolution du shopping en ligne, et la TV classique est toujours là. Donc beaucoup de consommation et une croissance importante des dépenses publicitaires. Quelques nombres, ou chiffres comme vous voulez, mais enfin c'est des nombres. 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, plus 0,9% depuis l'année précédente. 58% vivent désormais dans des centres urbains. 70% utilisent un téléphone mobile, plus 2%. 68% utilisent Internet, plus 2,5%. De la publicité sur support numérique, plus 7,5%. Les usages d'Internet en France, là je me suis appuyé sur l'étude du Crédoc. 63 millions de Français utilisent Internet, 92%. 50 millions sont sur les réseaux sociaux, 75%. 44% passent 2 heures par jour sur leur téléphone ou plus. Et l'application mobile la plus téléchargée en France fin 2024, c'est ChatGPT, suivi de Temu et Thread, tous les 3 chinois. 18 millions font des courses alimentaires en ligne. Bon. Alors, pour ceux qui étaient là en juin 2025, vous vous souvenez de ce diagramme qu'a présenté Stéphane Mangin lors d'une brève. Qu'est-ce qui se passe dans une minute sur Internet? Eh bien, il y a 6 millions de recherches Google. Il y a 1 million de réponses de Siri, et l'outil qui répond oralement. 3,5 millions de vidéos YouTube qui sont ouvertes. 19 millions de messages. 250 millions de mails et 9000 recherches de jobs sur LinkedIn. Tout ça en 1 minute, en 2024. Alors, les intelligences artificielles, on parle tout le temps de l'IA, mais il y en a beaucoup. D'abord parce qu'il y a des modèles différents, il y a des moteurs de règles, il y a des systèmes experts, il y a des diagrammes de connaissances, il y a des systèmes à base d'agents, où il y a de l'IA symbolique. On parle beaucoup de machine learning. Dans le machine learning, les outils sont entraînés en appliquant leur cadre mathématique à un échantillon de données qui servent de base aux prédictions futures. Mais attention, c'est des échantillons énormes de données, et ça va être une des sources de problèmes. Les grands modèles de langage, tels que ChatGPT, qui n'est pas tout seul, il y a aussi Google Gemini, il y a Microsoft Copilot, il y a Meta AI, etc. Et à mesure que les outils d'IA deviennent de plus en plus complexes et polyvalents, leur formation et leur exécution nécessitent des quantités de données et une puissance de calcul de plus en plus énorme. Alors l'IA dans notre quotidien, eh bien, il y a des milliers d'outils à la base d'IA et qu'on utilise déjà. Des générateurs de texte, des générateurs d'images, des générateurs de voix, de vidéos, de musique, de programmes, d'applications web, de diaporamas, de dessins, de modèles 3D, de vêtements, etc. Et des moteurs de recherche, il y en a beaucoup, il n'y a pas que Google, il y en a beaucoup d'autres, il y en a même des gratuits et qui ne nécessitent pas beaucoup d'infrastructures. Il y a des traducteurs, il y a des optimiseurs, des aides à la décision, etc., qui nécessitent des milliers de data centers. Voilà une carte de la répartition, une carte mondiale de la répartition des data centers dans le monde. Vous constatez qu'il y a 2 régions d'accumulation. La première, c'est aux États-Unis, et la seconde, c'est l'Europe. Et puis, il y en a beaucoup moins ailleurs. Est-ce que c'est seulement un phénomène occidental? Pour l'instant, oui, mais ça change considérablement. Cette carte date de 2023. Aujourd'hui, on pourrait ajouter une densité presque aussi forte en Chine. Quelques données sur les centres de données. 80 000 centres de données dans le monde en 2025. Attention, il y en a beaucoup des petits, il y en a des anciens, et puis il y en a des énormes. Il y a toutes les tailles. 56 000 aux USA, 11 800 en Europe, 322 en France,
3 à Nancy, 2 à Maxéville chez Adista, qui sont là depuis 2014 et qui, comme beaucoup de centres de données, ne se sont jamais arrêtés. Pourquoi ? Eh bien parce que un centre de données, c'est physiquement fait avec beaucoup d'ordinateurs, de calculateurs sous forme de puces, ce n'est pas des ordinateurs généraux, de puces et de leurs cartes, qui travaillent en parallèle. Et quand il y en a une qui tombe en panne, c'est tout. On la débranche et puis on en met une autre à la place. Comme on calcule en parallèle, on sait s'en passer le temps qu'on répare ou qu'on remplace. Et puis on change de puce, on en mettra des plus modernes, et puis voilà. Donc, quand on dit ça ne s'est jamais arrêté, ça ne s'est jamais arrêté, et ça n'a pas arrêté d'évoluer. Et il y en a un autre, à Nancy, qui est commun à l'Université de Lorraine, au CHU et à la Métropole, et puis à l'INRIA qui s'installe dessus. Il est opérationnel. Et en 2026, il y aura en plus le CNRS et l'INSERM. C'est un des grands centres de données de la région Grand Est en cours de développement et d'augmentation. Alors tout ça augmente considérablement. Et voilà par exemple comment le ministère de la Culture illustre l'évolution du numérique. Voilà, il y en a partout, on est inondé. Alors, les impacts. Alors, il y en a beaucoup, des impacts, mais je ne parlerai que de ceux qui sont avec des étoiles. L'épuisement des ressources naturelles, d'abord. Alors, l'acidification, les radiations, des particules fines, une influence sur le changement climatique, mais je ne suis pas compétent pour en parler, l'ozone photochimique, les déchets et la consommation d'énergie. L'épuisement des ressources naturelles, les métaux. Alors là, c'est la catastrophe. Je ne vais pas tout énumérer. Prenons l'exemple d'une carte mère. Dans une carte mère d'ordinateur, il faut de l'aluminium, de l'antimoine, de l'argent, du cuivre, du nickel, de l'or. Dans un smartphone actuel, il faut 50 métaux différents. J'ai mis la référence. Et parmi eux, 5 métaux dits critiques. L'étain, la Chine on détient 30% des réserves. L'argent, 24%. L'argent, c'est le Mexique, 24%. Le ruthénium, c'est l'Afrique du Sud, 90%. Le nickel, c'est l'Indonésie, 48%. Et l'antimoine, 54%. Épuisement des ressources naturelles, l'eau. Oui, parce qu'un centre de données ou de traitement, c'est des puces. Des centaines de milliers de puces, quelquefois. Quelquefois, seulement un millier. Seulement. C'est l'équivalent d'un millier d'ordinateurs, c'est tout. Qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que ça fait ? Ça produit de la chaleur. Elle est évacuée par un circuit de refroidissement à eau, laquelle eau est perdue, parce qu'elle est chaude, on la relance et ça réchauffe l'eau qui circule. Et le système de refroidissement consomme 50% d'électricité totale. Donc on parle beaucoup de l'IA et on craint l'IA, mais c'est les centres de données qui sont à craindre et qui sont de plus en plus utilisés pour l'IA. 5 milliards de mètres cubes d'eau pour l'ensemble des centres de données, c'est l'équivalent de la consommation du Royaume-Uni. La consommation d'énergie, retenons qu'une requête sur ChatGPT demande 10 fois plus de ressources que la même par Google. Mais ce n'est pas cela le plus important. L'IA n'est pas juste de la matière grise matérielle, c'est aussi une industrie lourde, à l'ancienne, d'une voracité jamais vue qui nécessite des infrastructures démentielles. J'ai pesé les mots, Enfin, je les ai empruntés quelque part. Selon l'Agence internationale de l'énergie, oui, c'est là que je l'ai utilisé. L'IA absorbe autant d'électricité que le Japon et ses 124 millions d'habitants. Bon. Et des quantités d'eau industrielle, on vient d'en parler. Les déchets, inutile de s'étendre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, tous les équipements électroniques obsolètes. Mais on y trouve aussi des matériaux, surtout des matériaux toxiques tels que le plomb, le mercure, le cadmium. 62 millions de tonnes de déchets électroniques sur Terre en 2022. C'est le rapport des États-Unis, des Nations Unies sur les E-déchets qui date du mois de mars 2025. Moins d'un quart de ces déchets est collecté et recyclé. Alors, si on regarde qui sont les bons, eh bien, l'Europe est en tête pour la collection et le recyclage. 17 kg, 6, 42%. Ici, c'est classé par
grande partie du monde. L'Océanie passe derrière. Les Amériques, ah ben oui, mais c'est les Amériques, hein. C'est pas les États-Unis. Sinon, ils seraient en tête. Ils seraient en tête, mais pas pour le recyclage. Ils seraient en tête pour le poids de ce qui est généré, mais pas pour le recyclage. Alors tout ça, c'est une croissance alarmante, hein. Je crois que tout le monde en est convaincu. Exemple, je vous rappelle ce graphique qu'on avait vu lors de la brève de Stéphane Mangin, du mois de juin aussi, hein, qui montre l'évolution de la taille globale de la datasphère. Et on voit que jusque vers 2020, c'était encore à peu près raisonnable, mais ça grimpe brusquement et ça accélère. 90% des données dans le monde ont été générées les 2 dernières années. Si on regarde l'énergie, ce tableau est assez intéressant parce que vous voyez au début... Tiens, ça n'a pas l'air de marcher très bien, ce machin-là, qui devrait servir de pointeur. Non, vous l'avez vu? Ah bon, ben pas moi. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Au début, dans les années entre 2010 et 2018, la consommation d'électricité était plutôt pour les périphériques, les appareils, et un peu pour la production de ces matériels. Alors, en vert, on voit les data centers, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait déjà à Nancy, vous voyez. Et puis, en violet, le réseau. Mais si on regarde à partir de 2024 et si on regarde pour 2030, on voit que les proportions changent. Alors, pour les appareils technologiques, ce sont surtout les recharges et les connexions au réseau qui sont énergivores. Pensez que derrière chaque message, chaque texte, chaque photo partagée, chaque vidéo visionnée ou téléchargée ou utilisation d'IA, il y a un centre de données impliqué. Google reconnaît dans son dernier rapport environnemental qu'en comparaison avec 2022, nos émissions de 2023 ont augmenté de 37%, malgré les efforts considérables et les progrès concernant les énergies renouvelables. Cela s'explique par la consommation d'électricité de nos centres de données qui dépasse notre capacité à développer des projets d'énergie renouvelable. Et le constater en 2023. Ça les a pas arrêtés depuis, hein. Croissance de l'IA. Alors, avant ChatGPT, et depuis ChatGPT, qui depuis a pénétré tous les secteurs d'activité, on a développé de nombreux modèles d'IA. Le raisonnement, les agents, les statistiques, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, et de nombreux modèles spécialisés sur un domaine de données ou sur une activité. Mais surtout, ce qui a beaucoup évolué, c'est la maîtrise de l'orchestration, c'est-à-dire la façon de faire travailler ensemble ces différents outils, pour organiser la coopération des outils dans une interface unique. Par exemple, prenons l'exemple d'Amazon. Sa plus grande transformation depuis son lancement, c'est l'introduction d'un moteur, d'un ensemble, d'un outil, d'un complexe d'intelligence artificielle baptisé Alexa+, qui permet de comprendre le contexte utilisateur, de mener des échanges dits naturels avec l'utilisateur, d'effectuer des actions concrètes au nom de l'utilisateur, à l'aide d'un système complexe de 70 IA et des robots. Ça permet d'aller de la commande à la mise en carton. Le 29 octobre de cette année, c'est-à-dire le mois dernier, 14 000 emplois supprimés chez Amazon. Alors, inutile d'insister plus pour dire que c'est alarmant. Je pense que vous en êtes convaincu. Non, t'es pas convaincu, Jean-Pierre? Ah, d'accord. Alors, consommation de minerais, d'eau et d'électricité importante. Alors, est-ce que beaucoup disent qu'il faut choisir entre la transition numérique ou la transition écologique? Moi, je pense qu'il faut continuer à essayer de faire la transition numérique et écologique en même temps, mais c'est pas évident. Alors, ça représente actuellement 5% de l'électricité mondiale, le numérique, mais ça va augmenter considérablement. Première conclusion, c'est pas gai, hein. Il faut ralentir ou périr. Voilà la première conclusion.
Ralentir. On peut ralentir soit les individus, et je vais m'intéresser uniquement au ralentissement par les individus et par les institutions, parce que je ne peux pas tout traiter. La sobriété pour les individus. On peut apprendre à mieux utiliser des outils d'enseignement, des MOOC. On peut diminuer le temps de connexion. Par exemple, 15% des 15-16 ans passent 5 heures par jour sur leur téléphone. C'est nettement au-dessus de la moyenne. Garder le matériel plus longtemps et puis surtout améliorer les réseaux. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande déperdition actuellement. Apprendre à mieux utiliser, on pourrait détailler un peu plus, retenons 2 choses. Maîtriser l'usage des nuages quand c'est indispensable. J'y reviendrai. Garder le matériel plus longtemps, et j'ai dit améliorer les réseaux. Et pardon, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça, celui-là. Alors, la dépendance maintenant pour les ressources minières, ici une carte mondiale à nouveau. Eh bien, je vais simplement prendre le petit tableau de droite. 15% des minéraux indispensables dans le secteur, c'est la Chine qui est en tête. On a dit changer d'ordinateur moins souvent, ou d'appareil moins souvent. Eh bien pourquoi ? Parce que si on regarde l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour fabriquer les appareils, qui n'apparaît pas quand vous les utilisez, bien évidemment, mais l'énergie qu'il faut pour l'énergie grise, pour un ordinateur classique, c'est-à-dire un ordinateur avec une tour, c'est 10 fois plus pour la fabrication que pour l'utilisation. Et pour un portable, c'est 50 fois plus. Même chose pour les téléphones. Modifier ses habitudes en ligne, je ne vais pas toutes les détailler parce que c'est trop long. Je vous invite à consulter negawatt.org. C'est bien. Oui, je sais que je suis dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ralentir et progresser. Ralentir et progresser. Alors, je vais m'appuyer sur une étude qui a été publiée par 3 personnes, 2 Italiens, un Italien, une Italienne et un Hollandais. Les 2 premiers étaient dans mon groupe de recherche européen il y a quelques années, mais bon, voilà. Le futur du développement du numérique durable, des infrastructures numériques durables. Et puis, il propose un certain nombre de solutions, et puis des problèmes ouverts et des scénarios. Alors, voilà ce qu'il propose. Il classe les solutions en fonction selon qu'elles sont techniques, c'est en bleu, social, c'est en jaune, environnemental, c'est en vert, ou ce sont des changements de paradigme, c'est en une espèce de marron, là. Alors, je vais pas tout énumérer, Je vais parler de l'optimisation énergétique du logiciel. Tiens, c'est une idée, ça. Jusqu'alors, on a pris l'habitude d'écrire des logiciels pour les optimiser pour gagner du temps. Fallait que ça aille vite. Eh bien, on commence à attacher à chaque instruction, à chaque façon de travailler, à chaque entrée-sortie, à chaque connexion, la consommation d'énergie correspondante. Et on commence à optimiser les logiciels pour optimiser en fonction de la consommation d'énergie. Et c'est sans doute un des points intéressants à développer. Aller vers le cloud. J'ai dit que j'en reparlerai. Aller vers le nuage. Ça dépend qui. Pour une entreprise qui est répartie sur le territoire, le nuage, c'est important parce qu'on met dans le nuage, ça permet de partager des informations. Pour un groupe de personnes, ça permet de partager des documents à condition qu'on sache les partager. C'est-à-dire, il y a un document unique, et puis chacun dans le groupe peut les mettre à jour. Alors, il est dans le nuage, comme ça, il n'est pas particulièrement sur un ordinateur. Pour l'usage personnel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais on vous le vend bien. On vous le vend bien, et on l'utilise. C'est bien moins coûteux en énergie que de laisser vos informations sur votre ordinateur et de les sauvegarder sur un disque. Mais le nuage, c'est bien et vous le payez. Moi aussi. Pour une entreprise, c'est fondamental. Mais est-ce qu'il faut prendre le cloud ou faire de l'edge computing ? C'est la tendance actuelle, le edge computing. Prenons un exemple. Dans une usine de fabrication moderne, les capteurs, c'est-à-dire l'Internet des objets, génèrent un flux continu de données qui peuvent être utilisées pour éviter les interruptions, améliorer l'exploitation et puis piloter l'ensemble de l'entreprise. On estime qu'une usine qui compte 2000 équipements, machines qui travaillent ou engins de communication,
peut générer 2200 téraoctets de données par mois. C'est beaucoup, hein? Le traitement de cette mine de données de l'équipement est plus rapide et moins onéreux lorsqu'il faut les transmettre à un centre de données distant. On pourrait les traiter localement, avoir le centre de données localement, et puis n'envoyer dans d'autres centres de données que lorsqu'on a fait des synthèses, parce que c'est utile pour la direction, c'est utile pour l'administration, pour les sites analogues. C'est ce que font de plus en plus certaines entreprises. Cela explique par exemple pourquoi en France, il y a 13 grands data centers autour de Paris. C'est pas là qu'il y a le plus d'eau disponible, hein. C'est pas là qu'il y a le plus d'électricité disponible, mais c'est là qu'il y a les grandes entreprises qui en ont besoin. Deuxième conclusion. Bon, on voit pas loin. Tout ça c'est bien, mais on voit pas loin. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire? Une stratégie de localisation des infrastructures. Là, on va passer à une autre échelle. Avoir des stratégies, on va prendre un exemple. L'exemple d'un opérateur international d'Internet, de téléphone, de vidéo, de podcast, etc. Il a des millions d'abonnés dans le monde. C'est pas forcément Orange, hein, ça peut être un autre. Hein. Si je me mets au niveau de la région, dans une région, il a des clients. Chacun a des ordinateurs, des téléphones, des décodeurs, etc. Il a des appareils. Ces régions, il y en a plusieurs, elles sont dans un pays, et puis il y en a plusieurs des pays, et puis chez l'opérateur, il est lui-même distribué. Il a une infrastructure qui se déroule sur des ordinateurs différents, éventuellement localisés au même endroit, etc. Donc chez le client, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la commande, l'accès au service, l'affichage de texte, de son, de vidéo, la gestion du dialogue. Dans la région, on va mettre le traitement et le suivi de la commande, le dialogue serveur virtuel client, le dialogue, par exemple, avec un serveur virtuel, entre le serveur virtuel et un client, les informations locales ou les informations très utilisées localement, la sécurité locale, et puis il va y avoir des serveurs, des machines, et puis du réseau, bien évidemment. Au niveau du pays, on va s'occuper des clients, du commerce, de la finance, de la stratégie nationale, des données de référence nationale, des serveurs virtuels sur serveurs physiques, et au siège, la stratégie globale, le commerce, les données, les accès internationaux et la sécurité. Tout ça sur des machines physiques distribuées, mais beaucoup de serveurs virtuels. Pourquoi? Parce que c'est un autre élément d'amélioration de la situation, c'est la migration dynamique des logiciels en fonction des besoins et des données en fonction des besoins sur le réseau. Ça, c'est le schéma que certaines grandes entreprises ont mis en place, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc, je viens d'évoquer les services logiciels et l'allocation de ressources dynamiques. Concevoir pour la réutilisation, oui. Bon, ça, je me souviens d'un congrès où j'allais en 1990 et où on parlait déjà de concevoir les logiciels pour la réutilisation. C'est fait maintenant. Ça, c'est quelque chose de bien répandu. C'est pas dans l'esprit des gens, mais les logiciels sont réellement conçus pour être réutilisés, contrairement à beaucoup de machines. Troisième conclusion, on voit plus loin, mais c'est toujours pas beaucoup mieux. Et ça ressemble beaucoup à reculer pour mieux sauter. Alors, regardons ce qui s'est passé dans le domaine de l'électricité. On a mis longtemps, c'est des processus très longs, et puis on parle maintenant de centrales laser, l'énergie distribuée, mais on ne les attend pas avant 2032, enfin, la généralisation, hein. Des centrales à fusion nucléaire, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore très bien quand on va vraiment les distribuer de façon massive. Mais il y a un changement d'échelle. C'est l'idée qu'on retient. Ce sont des processus longs et il faut introduire des changements d'échelle. Donc, il faut des ruptures. Est-ce qu'il y a des ruptures chez nous? Peut-être que c'est là, les ruptures. Alors, il y a beaucoup de points qui pourraient provoquer des ruptures. Le stockage haute densité, des architectures von Neumann, j'en parlerai pas, parce que c'est des machines conçues de façon différente. L'optimisation du logiciel, j'ai déjà dit, et des hardware nouveaux. C'est surtout là qu'on a peut-être la chance de faire des ruptures.
D'abord, première rupture sur les hardwares nouveaux. Je vais prendre l'exemple de Nvidia. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Nvidia. C'est une grande entreprise actuellement qui n'est pas dans les GAFAM, mais qui peut rivaliser avec les GAFAM, c'est-à-dire les Google, Amazon, etc., et qui est du même niveau. Ils ont construit un super chips, le GB200, qui assure la mise en œuvre dans un domaine avec 72 unités dans une même armoire, qui se comporte comme un processeur unique. Ça, c'est le point de vue conception. Mais ça permet de mettre en œuvre des intelligences artificielles à plusieurs milliards de paramètres et faire du calcul rapide. 30 fois plus rapide, une efficacité énergétique multipliée par 25, donc 25 fois moins d'électricité, refroidissement par eau en circuit fermé, plus de consommation d'eau, enfin un petit peu toujours, parce que les circuits fermés, il faut toujours en rajouter un peu une fois de temps en temps. Valeur boursière de Nvidia, le 10 novembre, pardon. Valeur boursière de Nvidia le 10 novembre, 5 milliards de dollars US le 10 novembre. Et l'Amazon, excusez-moi, Amazon, c'est seulement 2000. Alors, des pistes possibles, est-ce que les GAFAM vont être raisonnables? On pourrait se dire, oui, tiens, pourquoi pas? Mais Microsoft lance un Fairwater. C'est un data center révolutionnaire au Wisconsin, à base de Nvidia, bien évidemment, qui est une infrastructure optimisée pour l'intelligence artificielle avec des serveurs Nvidia. L'utilisation d'un système de refroidissement liquide, on a vu, mais surtout, ça sert de modèle pour des centres similaires et Microsoft envisage d'en mettre dans 70 régions dans le monde. Elles seraient connectées. Et Fairwater, aux États-Unis, celui du Wisconsin, sera la tête de réseau spécifique se comportant comme un calculateur unique pour chacun des 70 centres. Chaque centre pouvant avoir 160 000 puces, 200 agrégées. La construction, voilà ce qui est prévu en Wisconsin. Et, tiens, je croyais l'avoir écrit, mais ah oui, on le verra tout à l'heure. Dans les annonces, tout à l'heure, il y aura des annonces. Alors, ça, c'était la première rupture. La deuxième rupture, la révolution quantique. Alors, j'aurais pas besoin d'expliquer, mon ami Gérard l'a expliqué tout à l'heure. La première, c'est la physique. La première révolution quantique, la physique quantique permet de comprendre le comportement de la matière et de la lumière à très petite échelle. Mais c'est déjà utilisé, dans les smartphones, dans les lasers, dans le GPS. La seconde révolution quantique cherche à exploiter la superposition et l'intrication des états quantiques, et ça pourrait bouleverser notre monde dans le domaine des communications, de l'informatique, des capteurs et des nouveaux matériaux. Et on pourrait éventuellement avoir un ordinateur quantique, mais beaucoup plus tard. Alors certains disent que c'est pour bientôt, mais Alain Aspect, lui, dit qu'il ne le voit pas avant une bonne centaine d'années. La commutation ultra-rapide de l'aimantation par impulsion laser, femtoseconde, ça c'est le premier élément. L'optoélectronique et le transport de spin permettent une écriture optique en quelques centaines de femtosecondes. CF, la communication de Stéphane Mangin au mois de juin. Donc ici, ultra-rapide, donc peut-être moins de consommation de ressources. Il y a des technologies hybrides qui ouvrent la voie à une nouvelle génération de composants octospintroniques ultra rapides qui seront intégrables et sobres en énergie. CF, la conférence de Marx Camagna, en janvier 2022, ici même. Vous trouvez toutes ces informations sur Google Scholar. Alors, conclusion, c'est pas encore tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ça ou ça? Il y a 3 scénarios possibles. Alors attention, ça c'est mon opinion personnelle. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai toutes les références, c'est scientifique. Là, c'est mon opinion personnelle, ça n'a rien à voir avec la science. 3 scénarios possibles selon la disposition des ressources minières critiques. C'est scénario 1, on ne change rien. Ici, j'ai représenté la courbe de disponibilité des ressources critiques, en particulier des métaux.
ben on voit que ça diminue, et ça diminue brusquement. Pourquoi? Parce que quand ça commence à manquer, on s'affole. Donc on fait des stocks. Donc ça, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Un conflit majeur avant 2035. On l'a évité de justesse le mois dernier. L'accord Trump-Chine a ralenti les choses. Mais pour en arriver là, il a fallu qu'ils mettent des droits de douane et de 100%. Mais il est signé seulement pour 1 an. Et 3 jours après, il est déjà remis en cause. Alors, la première révolution quantique, elle changera les choses de ce point de vue, mais pas tout de suite. Donc, il y a une zone dans laquelle, puis la deuxième, c'est beaucoup plus loin, il y a une zone dans laquelle c'est la catastrophe. Oui, merci. C'est gentil. Octobre. Le deuxième scénario, c'est la sobriété. Alors, on augmente un peu la courbe, mais elle a la même allure. Donc, on gagne un peu. On décale un petit peu. Le cercle des choses, là où c'est raisonnable, c'est encore possible, est un peu plus grand. Bon, c'est pas nettement mieux. Le troisième scénario, sobriété et technologie. La courbe est nettement plus haute. C'est déjà nettement mieux. Et là, on a une chance de s'en sortir. C'est pas garanti, mais on a une chance de s'en sortir. Alors attention, aujourd'hui, il y a un emballement. Tout ça, c'était quand ça augmentait normalement. Là, maintenant, regardez. En janvier, Trump annonce 1 000 milliards pour l'intelligence artificielle. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais moi, ça m'a choqué. Conséquence? Tous les grands font des annonces pour se placer. Parce que c'est milliards quand même. Il faudrait pas que ce soit perdu, Alors, le 9 septembre, on abrège, on passe tout de suite de janvier à septembre. Le 9 septembre, ASML, qui est le deuxième producteur mondial de semi-conducteurs, est le leader des machines pour semi-conducteurs, qui est un Hollandais. C'est un Européen. Il a investi 1,3 milliard dans Mistral, qui est l'outil d'intelligence artificielle français. Et pour essayer d'avoir une politique commune, et ce serait un changement important de la Commission qui voudrait avoir une politique. Un changement de paradigme et un espoir pour la souveraineté européenne. Mais attention, le 22 septembre, OpenAI, oui merci, 22 septembre, je suis dans mon truc, donc j'oublie un certain nombre de choses. Le 22 septembre, OpenAI annonce qu'il va acheter pour 10 gigawatts, parce que c'est comme ça que ça se mesure, les data centers, c'est le volume d'électricité qu'ils consomment. Qu'il faut pour ces centres de données. Nvidia s'engage à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. OpenAI, c'est le leader mondial de l'intelligence artificielle. C'est ChatGPT. Alors, le 2 octobre, IBM annonce l'ordinateur quantique commercial pour 2029. Attention, quand on dit commercial, ça veut dire qu'il pourra être vendu à quelques épifew. C'est pas le truc à mettre au supermarché, Donc, je reviens sur la position d'Aspect, on n'en est pas là tout de suite. Le 29 octobre, le licenciement chez Amazon, on l'a vu. Le 31 octobre, il y a eu l'accord US-Chine sur les terres rares. Et pas seulement sur les terres rares, c'est sur un ensemble de métaux, etc. Le 3 novembre, Amazon s'engage à acheter 38 milliards de dollars chez Nvidia. Ne faites pas de corrélation entre les deux. Le 4 novembre, Deutsche Telekom Nvidia, qui est le premier producteur de puces, donc, annonce un data center à Munich pour 1 milliard d'euros. Donc, il va y en avoir en Europe déjà des grands, mais américains. Ça va augmenter de 50% la puissance de calcul pour l'IA en Allemagne. Et le 9 novembre, les États-Unis interdisent la vente de Nvidia 200 à la Chine. Quand je vous dis qu'on recule déjà. Et en France, qu'est-ce qui se passe? 4,5 milliards d'euros ont été signés en France pour des data centers depuis le mois de mai 2025. Mai 2025, c'était Choose France. C'était la grande réunion avec des industriels et des sociétés internationales pour essayer de les convaincre de choisir la France. Autrement dit, en fin de compte, l'avenir du numérique dépendra de notre capacité à équilibrer l'innovation et la responsabilité environnementale. Et donc de prendre conscience de ces enjeux. Et quand je dis nous, c'est nous et les GAFAM, c'est-à-dire les grandes sociétés industrielles.
c'est-à-dire les GAFAM plus Nvidia et Tesla. Alors, le numérique est-il durable? Et vous? Merci. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous ne sommes absolument pas durables. Monique, est-ce que tu peux appeler à quelques questions, mais pas beaucoup, parce que le temps passe? Alors, quelques questions, bien que je suis sûre que l'exposé de Jean-Claude en susciterait beaucoup. Alors, qui veut prendre la parole? Là, ça y est, ils n'osent pas. Je voulais en profiter pour appuyer sur un point que Jean-Claude a souligné, qui, en tant qu'informaticienne et professeur d'informatique, j'avais regardé il y a 2-3 ans, pour la première fois, j'ai vu des concours organisés. Les étudiants ont toujours des concours organisés entre eux. D'habitude, effectivement, le grand prix serait donné au programme le plus efficace, le plus rapide, tout ce que vous voulez. Et pour la première fois, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un projet dont le grand prix serait donné au programme le plus économe en énergie. Mais c'était nouveau parce qu'effectivement, je pense que tous les deux, on a vu pendant 40 ans dire aux informaticiens, il faut des programmes qui tournent, il faut des programmes corrects, la place qui tienne, l'énergie, tout ça, c'est pas un problème. Voilà. J'ai participé dans un groupe de travail, on était 30 quand même, un groupe de travail de l'OTAN, avec des gens d'IBM et ailleurs, pour faire une grande plateforme qui permette de transposer des logiciels depuis les États-Unis, d'un bord de l'Atlantique vers l'autre, de façon instantanée, et que ça puisse fonctionner sur n'importe quelle machine dans le monde. Une fois que la plateforme a été spécifiée, une fois qu'IBM en a réalisé une réalisation qui est devenue IBM On Demand, si certains se souviennent de cette publicité d'IBM pendant un certain temps, qui permettait d'envoyer un logiciel à la demande chez un industriel quand il en avait besoin, et puis c'est tout, il était loué pour un certain temps, et puis surtout s'il tombait en panne, qui permettait de revenir. Eh bien, la réalisation a demandé à peu près 3 ans, l'optimisation a demandé 1 année, pour aller plus vite. Aujourd'hui, chez IBM, on commence à faire de l'optimisation en consommation d'énergie. Bon, alors j'ai ça change un peu. deux questions, une là-haut. Oui. Félicitations pour l'exposé qui est très instructif. Mais est-ce qu'on a une idée au niveau des data centers des fausses informations par rapport aux vraies? Non, alors ça n'a rien à voir avec les data centers. Le gros problème, mais par contre, je vais répondre autrement. La qualité de la fourniture d'une réponse par un outil d'intelligence artificielle va dépendre à 100% de la qualité des données sur lesquelles il s'est appuyé. Et donc, on rejoint votre question parce que dans les données sur lesquelles il s'est appuyé, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Autrement dit, c'est pour ça que de plus en plus, les industriels s'orientent vers des outils d'intelligence artificielle spécifiques de leur application parce qu'ils connaissent les sources d'informations fiables dans leur domaine d'activité et ils s'en servent. Parce que ChatGPT peut vous raconter quelquefois n'importe quoi, mais pas répondre. Quand il a l'honnêteté de dire ne pas répondre, c'est formidable. Mais c'est et souvent, il peut vous dire n'importe quoi pour 2 raisons. Parce que les données sur lesquelles il s'est appuyé étaient fausses, il ne fait que reproduire ce qu'on lui a dit. Et la seconde, c'est parce qu'il a quelquefois des hallucinations, comme on dit. Des modes de fonctionnement qui font qu'il peut avoir des réponses bizarres. Voilà. Merci, c'était une question très importante. Alors, on a une autre question ici, là. Oui. Ici, c'est à toi, oui. À Jean-Pierre. Oui. Oui, pardon. Oui, c'est plus une remarque. Là, tu as amené une charge sur l'informatique, les data centers et autres. Et par équité, il faudrait trouver, je sais pas, un conférencier qui fasse une conférence à décharge, parce qu'il y a du bon aussi. Et je trouve qu'il était très pessimiste, ton exposé, qui était juste. Hein, c'était fouillé, c'était bien cherché. Forcé parce que je suis d'un naturel optimiste. Ça se voit pas dans la conférence, mais je me suis forcé à être un peu moins optimiste. Ma première conclusion quand j'ai pensé à cet exposé, parce que j'y ai pensé déjà dès l'année dernière,
j'ai pensé à cet exposé. J'avais déjà le plan en tête et ma conclusion, c'était oui, c'est possible, à condition que on se démène un peu. Et puis là, j'ai dit je ne sais pas parce que c'est vrai que je ne sais plus maintenant. Mais naturellement, je suis optimiste, je suis pas pessimiste comme ça. Mais l'exposé est pessimiste. Je suis désolé si je vous ai... Oui. Il y a une notion qui a émergé assez récemment, c'est celle du techno-féodalisme. Le techno-féodalisme, pour faire court, c'est la mainmise des GAFAM sur toute la production humaine. Mais il y a quelque chose qui est peut-être aussi rassurant par certains côtés, c'est que quand les Chinois ont dit qu'ils avaient inventé une intelligence artificielle extrêmement peu coûteuse, la bulle Nvidia s'est effondrée. Bon, elle a remonté après. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas accuser les GAFAM. Hein. S'ils ont cette importance, c'est parce que nous le voulons bien. On va laisser, oui. C'est parce que nous le voulons tous bien dans notre téléphone, par nos communications, etc. Enfin, par toutes les applications qu'on utilise, hein, qui sont pas toutes chinoises, on en utilise beaucoup. Qui sont pas toutes chinoises, on en utilise beaucoup. Mais les applications qu'on utilise sont en grande partie soit chinoises, soit américaines. Et les logiciels qu'on utilise et les machines qu'on utilise, soit. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé passer dans les années 70 l'industrie numérique, du numérique française, qu'on a laissé passer pour un grand mirage qui était de maîtriser les calculs nécessaires pour le nucléaire. Et donc, on a, d'une part, interdit aux universités pendant des années d'importer des matériels américains, ce qui a amené des retards dans les laboratoires français, parce qu'on ne travaillait que sur des machines françaises qui étaient en retard par rapport à la réalité. Ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est que on ne s'est pas préoccupé, on n'a pas regardé l'orientation du vent général, etc. Et à l'époque, c'est vrai que les seuls utilisateurs d'ordinateurs, c'était les grandes entreprises. Et les entreprises, quand vous regardez les matériels utilisés dans les entreprises et les sociétés de logiciels utilisées par les grandes entreprises, c'est 75% États-Unis. Alors qu'ils pourraient et donc on a aussi perdu du côté du logiciel, du développement de logiciels. Des grosses sociétés comme Matra, par exemple, sont c'est la plus grande société française en matière de logiciels. C'est la 30e société dans le monde. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, ce serait bien. On remercie encore Jean-Claude pour ton éclairage.